de toutes les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre à cet horaire le replay. Et donc, la thématique ce soir, on va aborder la relation ORL et évidemment spécifiquement la relation ORL dans le cadre de notre activité en tant qu'audioprothésiste. Alors, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Hervé. Mais je suis sous pression d'un côté avec les étudiants avec lesquels j'ai toujours eu un lien très très privilégié en tant qu'ex-audioprothésiste et ex-maître de stage, donc j'ai toujours adhéré. Mais de l'autre côté, je suis sous pression de Catherine et de Thibaut qui sont effectivement j'ai 4 yeux qui me regardent, effectivement. Oh là là, je vais être sous pression, mais c'est pas grave. On va effectivement s'en sortir. Il n'y a absolument aucun problème. On a tous déjà relevé ce genre de défi-là. Alors, ce que je vous propose, on va voir si ça marche. Je vais partager mon écran. Et on va donc, voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est parfait, Hervé. Merci beaucoup Catherine. Alors, on va effectivement parler ce soir donc, des clés de la relation ORL. En premier, je voudrais quand même remercier effectivement et Catherine et Thibaut qui sont à la manœuvre sur l'Amplifon Academy. C'est une initiative qui est extraordinairement passionnante, d'autant plus que compte tenu de l'année précédente qui s'est déroulée où les formations ont été bien évidemment altérées, je pense que ceci est quelque chose qui est vraiment très très important. Pour nous, ça nous tient à cœur aussi au niveau d'Amplifon parce que l'entreprise est intimement liée à la formation et notamment la formation des audioprothésistes. Vous le savez pour certains d'entre vous qui êtes en stage dans nos centres, on a à cœur d'avoir beaucoup de maîtres de stage pour continuer d'exceller un petit peu dans votre savoir. Et puis, il faut quand même pas être, il faut aussi avoir le sens inverse, c'est-à-dire que nous aussi, le fait d'avoir des stagiaires, ça nous oblige également à nous remettre un petit peu en question par rapport à ça. Alors, je voulais aussi donc vous remercier tous les étudiants qui êtes derrière vos écrans. Alors, je pense qu'il y a des troisième années, je pense qu'il y a des deuxième années, peut-être des premières années. Je sais que c'est un petit peu compliqué, j'en ai eu quelques-uns d'entre vous par LinkedIn hier et l'horaire ne vous permet pas tous d'être présents et c'est pour ça que l'idée d'avoir le replay est quand même une chose qui est intéressante. Alors, moi j'aime bien toujours un petit peu être sérieux dans mon travail sans me prendre au sérieux, donc je vais vous montrer la prochaine diapo, c'est une petite bio de ma part. Alors, il y a une photo, c'est moi en 1986. Lorsque je suis rentré dans cette entreprise, j'avais beaucoup de cheveux, des lunettes épaisses, une moustache. Vous voyez effectivement qu'aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Allez savoir pourquoi. En 1986, j'ai eu le diplôme que vous allez avoir très bientôt, qui est un diplôme merveilleux. En très rapidement, quelques dates qui sont des dates importantes pour moi. Je suis entré au CCA Wagram, ça s'appelait à l'époque le CCA Wagram. Il n'y avait qu'un seul centre, qui est notre centre historique aujourd'hui, qui est au 58 avenue de Wagram. Il n'y avait qu'un seul centre. On était 8 en tout et pour tout. Sachez qu'aujourd'hui, on est à peu près 730 ou 740 centres et 1300 personnes sur l'intégralité de la France. En 87, j'ai eu une grande chance, c'est qu'on m'ait confié les clés du deuxième centre qu'on ouvrait, qui était toujours à la même adresse, 40e boulevard de Charonne à Paris, le centre de la Nation, que j'ai ouvert avec un audioprothésiste qui s'appelait Michel Boyer. Et puis ensuite, en 1995, je suis devenu co-responsable du CCA Wagram. En 1998, date importante, pour 2 raisons. Neuilly est un centre dont on m'a confié vraiment, alors là pour le coup tout seul, l'ouverture, le développement, la création. C'est ce que j'appelle aujourd'hui mon bébé. Tous les audioprothésistes qui passent par le centre de Neuilly, savent que c'est mon bébé. Et surtout, vous voyez qu'en 98, j'ai marqué, ce n'est plus le CCA, c'est Amplifon. C'est-à-dire qu'à partir de 1998, c'est Amplifon qui a pris les rênes de l'entreprise et qui nous a permis quand même aujourd'hui de pouvoir être là où on en est. En 2007 à peu près, j'ai eu les différentes fonctions de directeur général puis directeur régional par des changements d'organisation de structure de l'entreprise. C'est des fonctions que j'ai exercées par rapport à Paris et à l'Île-de-France. J'ai eu la chance de diriger, on a à peu près 130, 140 centres sur Paris-Île-de-France. J'en ai dirigé à peu près la moitié. On était 2 à avoir cette co-responsabilité. Et puis j'avais sous ma responsabilité 130 personnes, ce qui est quand même effectivement pas mal. Et depuis 2019, juillet 2019 pour être précis, j'occupe le poste qui est le mien aujourd'hui, qui est la raison pour laquelle je suis parmi vous ce soir, qui est le poste de directeur médical. Alors, le directeur médical, c'est quoi? Ça s'occupe à la fois de la relation médicale au niveau des ERL. J'ai la chance d'être accompagné par une équipe de 9 délégués médicaux qui parcourent la France. Et qui nous aide aussi à porter la bonne parole au niveau des ORL, tout ce qui est formation et ainsi de suite. Mais on va le voir un petit peu au cours
au cours de ce diaporama. Alors, juste quelques chiffres quand même. En moyenne, en ce qui concerne la population ORL, c'est peut-être caricatural, mais c'est comme ça lorsqu'on fait vraiment une moyenne arithmétique. Globalement, c'est un homme qui a aux alentours d'à peu près 53 ans et qui serait plutôt un Parisien. Globalement, sur la spécialité ORL par rapport à l'ensemble des spécialités hors généralistes, hein, j'insiste bien, finalement, c'est une spécialité qui n'est occupée que par 2% de la population des spécialistes masculins. C'est quand même, qu'on le veuille ou non, une population relativement, alors vieille, tout est relatif. Moi qui ai 60 ans, si je dis qu'effectivement 60-64 ans c'est vieux, bon bah je me fous un coup derrière la nuque. Mais globalement, un cinquième ont à peu près entre 60 et 64 ans, et à l'inverse, un cinquième sont en dessous des 40 ans. Globalement, ce sont des gens qui travaillent assez tard au niveau de l'âge. Hein, je parle beaucoup, ils partent relativement tard en retraite. Le nombre des ORL au fil des années, même s'il y a peut-être des petites variations, est assez stable. On tourne, allez, bon an, mal an, on tourne un petit peu plus de 3000 ORL. C'est-à-dire, quand on voit effectivement les années 2016, 2017, 2018, vous avez les chiffres à l'écran, on a une population qui est à peu près stable. Il semblerait que la projection qu'on fasse dans les 10 ou 15 ans qui viennent, alors 10 ou 15 ans, ça peut paraître pour nous un petit peu loin, mais pour vous qui êtes derrière l'écran, 10-15 ans, vous serez vraiment dans le cœur de votre activité professionnelle. Et d'ici là, on devrait voir de nouveau une réaugmentation progressive du nombre d'ORL, ce qui sera quand même effectivement une chose importante. Parce que, évidemment, on en a aujourd'hui besoin. N'oublions pas que l'ORL aujourd'hui, c'est quand même le sésame de la prescription médicale. Les généralistes sont encore autorisés, ça a été retardé un petit peu jusqu'en janvier 2022, sont encore autorisés à avoir ce qu'on appelle de la primo-prescription. On va voir peut-être un petit peu tout à l'heure, on va rentrer dans les détails pour voir les différences entre généralistes et médecins ORL. Mais croyez-moi, l'ORL est aujourd'hui quand même, quand je dis le sésame, oui, c'est quand même le sésame de la prescription pour être à la fois tranquille. Globalement, n'oublions pas que, à la grande différence entre souvent les ophtalmos et les opticiens, l'opticien est finalement, malheureusement, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, est un exécutant de l'ordonnance. L'ophtalmo fait tous les bilans, fait les examens, et donc donne une calibration de verre. À l'inverse, nous, on a cette chance-là, c'est peut-être une noblesse de la profession, c'est que le sésame de l'ORL, c'est simplement un quitus pour nous dire oui, vous pouvez appareiller. Il n'y a pas de contre-indication à un appareillage. Et du coup, c'est à nous à effectuer, évidemment, les tests, c'est à nous à effectuer les bilans, à effectuer le choix d'appareillage, à effectuer le suivi d'appareillage. Bon, ça, je ne vais pas vous rappeler un petit peu les fondamentaux de notre profession, mais c'est aussi l'intérêt d'avoir un petit peu les ORL. Alors, on continue un petit peu dans les chiffres. La démographie, globalement, vous le voyez au niveau de la pyramide des âges. On a, je l'ai dit tout à l'heure, plus d'hommes que de femmes au niveau de l'ORL. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on voit la population ORL, bien évidemment, elle se subdivise, alors évidemment, au niveau du sexe, en femmes et en hommes, ça bien évidemment, mais aussi en libéraux, c'est-à-dire c'est les médecins qui ont leur cabinet, alors soit effectivement un vrai cabinet, soit dans les cliniques. Aujourd'hui, on a beaucoup d'ORL qui ont des cabinets à l'intérieur des cliniques, c'est ce qu'on appelle les libéraux. On a à l'opposé ce qu'on appelle les hospitaliers, c'est-à-dire évidemment des ORL qui ne font carrière qu'à l'hôpital. C'est le cas par exemple si vous êtes en stage dans les hôpitaux, vous avez toujours un chef de service qui est le patron de l'hôpital, et en règle générale, effectivement, ce sont des gens qui sont hospitaliers à temps plein. Et on a à côté de ça, entre les deux, on a des gens qui sont mixtes, c'est-à-dire qui sont à la fois, souvent le matin d'ailleurs, à l'hôpital et l'après-midi dans leur cabinet. Alors, ce qui est très intéressant quand on regarde les statistiques, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une répartition à peu près, je ne vais pas dire opposée, c'est-à-dire entre les hommes et les femmes, mais lorsqu'on voit le libéral, on a 50% d'hommes qui choisissent le libéral et 37% de femmes. Donc, une population un petit peu plus importante.
Ce que je ne vous ai pas dit en haut, effectivement, côté femmes-hommes, c'est sur la globalité des à peu près 3000 ORL, ce que je disais tout à l'heure. On a à peu près 75% d'hommes, c'est pour ça que je disais que c'est une population plutôt masculine, 25% de femmes. L'avantage pour les femmes, c'est qu'on le voit, c'est qu'elles sont un petit peu plus jeunes. Il y a globalement 10 ans de moins en moyenne d'âge, effectivement 56 ans pour les hommes et 46 ans pour les femmes. Et ensuite, on voit la répartition entre l'hospitalier et le mixte. Les femmes préfèrent, par rapport aux hommes, une carrière plutôt hospitalière. Maintenant, globalement, c'est amené à changer parce que c'est une spécialité qui évolue. Vous savez qu'il y a tout un côté à la fois chirurgical en même temps. Donc, beaucoup de femmes aujourd'hui se consacrent aussi à la chirurgie. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que, bien évidemment, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est que la manière avec laquelle on va aborder l'ORL ne va pas être la même selon que c'est un hospitalier, selon que c'est un libéral, selon que c'est un homme, selon que c'est une femme, selon que c'est une personne plus âgée, on va dire oui, plus âgée, selon que c'est quelqu'un d'un petit peu plus jeune. L'attitude, le discours, les mots, la méthodologie, l'approche ne sera jamais effectivement la même. Il y aura toujours des différences par rapport à ça. Alors ça, c'est un graphe qui me paraît très très intéressant. J'ai récupéré ça sur une revue que vous devez connaître qui s'appelle Biologie demain, mais c'est des études à la fois de Galiléo et des études d'Eurotrac. Si on se réfère au graphique du bas, la courbe marron ou rouge, peu importe comment elle apparaît, mais la courbe foncée du bas, c'est le nombre d'audioprothésistes au fur et à mesure des années. La courbe bleue du bas, c'est le nombre d'ORL. Globalement, on voit, et on a le graphique, on a le tableau à droite qui le montre effectivement, on voit que globalement, au cours des années, et je l'ai dit tout à l'heure, le nombre d'ORL est à peu près stable. En regard du nombre d'audioprothésistes, toujours le graphique du bas, effectivement, la courbe marron, en regard de cette courbe-là, on voit qu'à l'inverse, le nombre d'audioprothésistes augmente progressivement, mais je veux dire, c'est un secret pour personne. Autant quand moi j'ai démarré, je vous ai dit en 86, on était quand même très très peu d'audioprothésistes, à l'inverse d'aujourd'hui où vous êtes quand même beaucoup d'audioprothésistes. En plus, je crois que cette année, il y a Parcoursup qui s'est mis là-dessus, donc ça modifie encore aussi la densité d'audioprothésistes. D'ailleurs, je voyais, juste en préparant la conférence de ce soir, je voyais qu'avec Parcoursup, ça rajeunit finalement l'âge des gens qui rentrent en premier diplôme. Souvent en post-bac, effectivement, il y a des gens qui rentrent sur le cheminement d'audioprothésiste, là où il y a quelques années, c'était souvent un deuxième choix, après médecine ou après pharmacie, voire après des opticiens qui effectivement ont souvent, et vous le savez, peut-être parmi vous il y en a, qui ont quelquefois le double diplôme. La courbe du haut est encore plus intéressante, parce que c'est la courbe rapportée toujours pour une population de 100 000 habitants, mais des habitants supérieurs qui ont plus que 60 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont plus de 60 ans, c'est un secret pour personne, encore une fois, ça va être une grande partie de notre population, celle qui va rentrer dans nos magasins. Et là, effectivement, c'est super intéressant cette courbe, parce qu'on voit que manifestement, là, il y a une vraie croisée des chemins. On a un nombre d'ORL qui diminue considérablement, là où à l'inverse, le nombre d'audioprothésistes augmente considérablement. Je vous laisse lire les chiffres, je ne vais pas vous les commenter par rapport à ça, mais pourquoi ces deux courbes sont intéressantes? Parce que non seulement elles permettent de se dire il y a un petit peu moins d'ORL qu'avant, mais c'est une palissade sur cette courbe, il y a plus d'audioprothésistes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un même ORL va être sollicité par beaucoup plus d'audioprothésistes qu'avant. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé en 86, ça fait 35 ans effectivement. En 86, comme on disait vulgairement à l'époque, on se baissait pour récupérer de la prescription. Il n'y avait pas de problème. En outre, et il y a quand même aussi une notion qui a beaucoup évolué depuis ces moments-là jusqu'à aujourd'hui. En 86 ou même jusqu'à il y a quelques années, on avait ce qu'on appelait et c'est pas une question de mots, c'est important ce que je vous dis, on avait ce qu'on appelait des patients. Patients, ça veut dire que l'ORL disait à Monsieur Tartampion, vous allez chez Amplifon. Monsieur Tartampion ne se posait aucune question, il allait chez Amplifon. Ensuite, on a eu ce qu'on a appelé les clients. C'est-à-dire, encore une fois, le client, c'est quelqu'un qui respecte ce que lui dit l'ORL,
mais qui va peut-être aussi se renseigner auprès de sa sœur, auprès de son frère, auprès d'ainsi de suite. Et puis aujourd'hui, je sais que je choque souvent quand j'utilise ce mot-là, mais aujourd'hui, on a affaire à des consommateurs. Aujourd'hui, dans nos magasins, dans nos centres, rentrent des gens qui savent ce qu'ils veulent, qu'ils savent quel prix ils veulent payer, savent pour combien de temps ils veulent être avec nous, se moquent complètement de ce qu'a dit l'ORL. Donc, pourquoi ces graphiques sont aussi importants? Parce que c'est complètement mêlé, un petit peu, toutes ces données-là, et ça a quand même effectivement son importance. Juste une chose que peut-être n'a pas dit Catherine, bien évidemment, vous avez le chat si vous avez des questions. Catherine va pouvoir les commenter ou m'arrêter le cas échéant s'il y a des questions qui sont posées et qui nécessitent une réponse immédiate. Sinon, on les collige pour la fin. Sinon, je pense que peut-être, ça Catherine pourra le dire, peut-être vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez évidemment pour me poser des questions et je serai tout à fait à même et je serai tout à fait heureux d'y répondre. C'est bien ça, Catherine? Tout à fait, Hervé, tout à fait. Le chat est une option parfois quand les personnes sont invitées sur Teams, vous n'avez pas cette option, donc n'hésitez pas sinon à lever la main ou à prendre la parole. On est peu nombreux, donc on peut gérer la prise de parole. Moi, j'aime beaucoup l'interactivité, hein, de toute façon, donc n'hésitez vraiment pas. Je pense que c'est aussi ce qui fait l'intérêt des outils actuels, c'est que même si malheureusement c'est frustrant parce qu'on n'est pas présents les uns des autres, ou en tout cas les uns à côté des autres, on a quand même cet outil qui est là, effectivement. Alors, toujours quelques chiffres. J'aime bien cette slide parce que ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à la démographie des ORL, par rapport aux patients. On voit globalement qu'entre 2014 et 2020, 6 ans, c'est pas énorme de toute façon, le nombre de consultations par ORL par semaine augmente. Pas beaucoup, hein, effectivement, mais ça peut se traduire de différentes manières, hein, bien évidemment, mais on a quand même, entre ces années-là, je disais tout à l'heure, on a un maintien de l'ORL, mais du coup, si on veut regarder au détail près, on a quand même une petite diminution d'ORL, mais mine de rien, on a quand même un nombre de patients qui vont plus naturellement voir les ORL, je le disais tout à l'heure, les fameux consommateurs, ou les clients, encore une fois, mais pourquoi? Parce qu'ils sont plus informés, parce que la technologie, on parle de la prescription évidemment d'appareillage, hein, sur ce point-là, parce que la technologie leur donne envie. Aujourd'hui, vous le savez de toute façon par rapport au stage que vous faites, c'est vrai qu'on a quand même des vrais bijoux de technologie, quelles que soient les marques, hein, encore une fois, et donc les personnes sont un petit peu plus incitées à venir voir l'ORL pour se faire appareiller. On va tout à l'heure parler de la réforme 100% santé, on est en plein dedans. Là, pour le coup, depuis le 1er janvier, les ORL, tous nous disent avoir un afflux de demandes de clientèle spécifiquement pour des demandes d'appareillage. Alors, le graphique que vous avez est un graphique qui est issu d'une étude qui paraît assez régulièrement, qui est l'étude Eurotrac, peut-être vous avez entendu parler, sur, c'est une étude commandée par la plupart des fabricants sur la prévalence auditive, sur les habitudes des personnes et autres. Mais globalement, sur ce graphique, c'est quoi? C'est que l'histogramme à gauche, c'est à peu près sur 100% de personnes qui présentent une gêne auditive, 100% de personnes qui présentent une gêne auditive, on en a une partie qui va voir l'ORL, mais avec, vous le voyez, une déperdition, et in fine, passons sur les détails, in fine à l'extrême droite de cet histogramme, sur 100 personnes, sur 100% de personnes qui déclarent une baisse d'audition, seuls 30% de personnes se font appareiller. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, il y a des personnes qui écoutent ce que dit l'ORL mais ne vont pas le voir. Il y a des personnes qui sont dans le déni. Encore une fois, il y a une étude et qui est encore valable aujourd'hui, à mon avis. Je n'ai pas vu d'étude qui change un petit peu par rapport à ça. Entre le moment, l'histogramme à gauche, entre le moment où une personne prend conscience qu'elle est malentendante, qu'elle prend simplement conscience. Ouais, excuse-moi, je suis en réunion qui me... Ouais. Et alors, voilà, entre le moment où une personne prend conscience qu'elle a une gêne auditive et le moment où elle se fait appareiller, il y a 7 ans. 7 ans, c'est énorme, parce que 7 ans, c'est bien évidemment une perte de chance considérable. C'est un risque de dégénérescence cognitive, évidemment, flagrante.
C'est aussi, et vous le savez bien évidemment, une personne qui ne se rend pas compte qu'elle est son audition le jour où elle va se faire appareiller et ben, elle va voir visuel comme on fait chez l'ophtalmo, MC, du F ou je sais pas comment, non. Tuto, c'est pour rappeler que le R a trois spécialités. C'est le haut de l'oreille, c'est le R du nez et c'est le L de la gorge. Pourquoi je dis ça? Elle, la laryngologie, de toute façon, un jour ou l'autre, verront aussi des patients qui ont besoin du auditif. Et cela, si vous avez été capable de vous faire connaître d'eux, de vous faire apprécier de convaincre, et bien, effectivement, les gens qui font R et du L seront aussi prescrits d'appareillage. C'est un petit peu dire des choses. Vous allez arriver avec votre diplôme dans peu de temps. Il faut que vous soyez capable de vous faire connaître et si vous n'avez pas réussi, Hervé, très peu de chance qu'un jour. Hervé, je ne sais pas si tu m'entends, mais ton réseau semble d'être un peu faible. Est-ce que tu pourrais couper ta caméra? Oui. Alors, attends. Parce que ça assure un peu ce que tu dis. Je pensais que c'était moi, je viens de changer de box, mais je vois qu'il y a d'autres participants qui ont le même point. Le même problème? Ok, alors on va voir si ça va mieux. Alors, est-ce qu'il y a toujours mon image à l'écran ou pas? Oui, tu partages bien ton écran et ça a l'air plus fluide. Ok, super. Merci Catherine, merci beaucoup. Alors, je disais effectivement, le premier strat, c'est vous devez, bien évidemment, notamment pour, une fois que vous allez avoir votre diplôme, vous devez vous présenter, vous convaincre l'ORL de vous adresser. La deuxième flèche, celle qui va entre l'ORL et le patient, ce que j'appelle la flèche numéro 2, convaincu, confiance. Ensuite, le deuxième strat, une fois que vous êtes allé vous présenter et une fois que vous avez convaincu l'ORL, même chose, il doit faire le même chemin vis-à-vis de son patient. Ensuite, troisième strat, le patient vers l'audioprothésiste. Ça, on va passer très rapidement parce que ce n'est pas l'objet, effectivement, de la réunion de ce soir. Quatrième strat, c'est de la flèche qui va, celle du bas totalement, celle qui va de l'audioprothésiste et qui retourne vers l'ORL, ce que j'appelle le cadre, c'est affirmer son professionnalisme. Et la flèche 5, celle qui est du patient vers l'ORL, c'est la flèche que j'appelle conforter. J'ai mis en haut à droite, effectivement, on va le voir aussi tout à l'heure, attention éléments extérieurs. On va en parler effectivement. Alors, on va maintenant détailler un petit peu ces choses-là. Lorsque vous allez aller voir donc la première strate, effectivement, se présenter, convaincre, lorsque vous allez aller voir votre ORL, évidemment, vous allez essayer de le convaincre, vous allez essayer de lui dire « je suis le plus beau, je suis la plus belle, vous allez m'envoyer qu'à moi ». Et puis, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? L'ORL va vous dire « mon coco, t'es pas le seul, t'es pas le premier, j'ai déjà mes habitudes ». Il va falloir effectivement peut-être patienter un petit peu. Et alors du coup, on va se poser des questions, on va se dire mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, vous avez choisi une profession sur laquelle on n'est pas prêt de baisser les bras, sur laquelle on a des ressources, et on va affirmer effectivement l'ORL qui est en face de nous, qu'est-ce qui va nous permettre justement d'affirmer qu'on est le meilleur, qu'on est celui qui va être capable de pouvoir satisfaire, rendre service et surtout appareiller dans de très bonnes conditions le patient. Alors, on va maintenant détailler un petit peu. Le premier strat, je vous ai mis en haut à droite le petit graphique. Le premier strat, je vous rappelle, c'est
la première démarche que vous allez devoir faire justement auprès d'un ORL. Donc, ce n'est pas exhaustif, hein, ce que je vous ai mis, bien évidemment, c'est simplement, c'est du vécu, c'est des conseils, c'est des choses comme ça. Alors, ce que j'appelle, moi, compétence et connaissance. Il y a une vraie différence. Je vais peut-être vous enfoncer une porte ouverte ou vous faire de la palissade, mais encore une fois, si je vous le dis, c'est parce que c'est du vécu. La connaissance, c'est globalement ce qu'on est capable de partager sur des envies communes, sur des informations, sur un livre qu'on vient de lire. C'est des choses qui sont communes à différentes personnes de différentes professions ou ainsi de suite. La compétence, c'est très différent. Ne confondez jamais votre compétence d'audioprothésiste avec la compétence de l'ORL. En d'autres termes, ne mélangez pas les deux métiers. L'ORL vous en voudra toujours. À l'inverse, c'est ce qui vous permettra de faire en sorte que l'ORL n'empiète pas sur votre plate-bande, parce qu'il y a certains ORL aujourd'hui qui pensent savoir faire de l'audioprothèse, mais il y a des audioprothésistes qui pensent savoir faire effectivement de l'ORL. Donc, surtout, j'insiste bien, ça c'est un vrai conseil que je vous donne, quand vous allez rencontrer un ORL, surtout ne confondez pas, expliquez-lui votre métier. Ça, c'est un point important. Le deuxième point, j'ai marqué, un ORL n'aime pas les vendeurs. Oui, c'est-à-dire que si vous donnez à l'impression à l'ORL que vous n'êtes là que pour vendre, au sens, pour le coup, j'ai commencé cet entretien quand Catherine parlait un petit peu de la loi et autres, je parlais du côté vertueux et du côté vicieux. Si on est là que pour vendre un appareil, on n'a pas compris, je veux dire, son métier. Moi, je prends souvent l'exemple du boulanger le matin. Le boulanger va plutôt vous vendre sa banette plutôt que vendre sa baguette, parce qu'il va vous faire vivre une belle aventure, parce qu'il va vous valoriser, mais pas, quand je dis valoriser, pas au sens quantitatif du terme, mais au sens qualitatif du terme. Quand vous allez voir un ORL, surtout, ne lui parlez pas d'argent, ne lui parlez pas business au sens machine à sous, mais parlez-lui effectivement métier, parlez-lui valorisation. Comment? En faisant des différences. Je vous ai montré tout à l'heure que vous allez avoir de plus en plus d'audioprothésistes sur le marché. Vous avez des copains autour de vous, effectivement, qui font le même métier. Ne rentrez pas en concurrence avec vos copains. Je suis en train d'écouter le Super Cohen. C'est gentil de m'appeler Super Cohen. Ne rentrez pas effectivement en concurrence ou ne rentrez pas en compétition avec vos copains audio, mais créez plutôt une émulation entre vous. C'est ce que j'appelle la différence. Un ORL, il va avoir que le jour où vous allez voir votre ORL, vous allez vous rendre compte que il y en a 10 comme vous dans la salle d'attente. Et il va falloir justement que vous puissiez vous singulariser sur votre personnalité, sur l'offre que vous êtes amené à lui proposer, sur votre spécialisation, sur ce que vous êtes capable effectivement de lui amener comme information. En d'autres termes, quand je marque connaître son sujet, ça veut dire que quand on sonne chez un ORL pour la première fois, on a tendance effectivement des fois à rougir parce qu'on ne sait pas quoi lui dire. On va peut-être simplement lui dire bonjour et du coup l'ORL va vous dire qu'est-ce que tu viens m'apporter comme information. Alors c'est pas toujours facile d'être un jeune audioprothésiste qui vient voir un ORL. Alors évidemment, on va dire que je fais un petit peu publicité pour la maison Amplifon, mais chez nous par exemple, un jeune audioprothésiste, on ne le laisse jamais sonner tout seul à la porte. Où on va l'accompagner, soit j'ai dit tout à l'heure qu'on a des visiteurs médicaux, soit nos managers du district, peu importe, mais on l'aide à aller voir l'ORL. On a par exemple ce qu'on appelle des remises, c'est-à-dire des monographies, des bouquins qu'on édite effectivement une fois par an, voire 2 fois par an. On a des journaux, on a des publications, on a des consensus, on a des choses comme ça. Donc c'est important quand vous allez voir votre ORL, de savoir de quoi vous allez lui parler. N'arrivez pas chez un ORL, et ça c'est encore un conseil que je vous donne, n'arrivez pas chez un ORL sans savoir quoi lui dire si ce n'est le mot bonjour. Parce que là, pour le coup, lui, il va savoir vous dire au revoir beaucoup plus rapidement que ça, parce que le temps est compté chez un ORL. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Tout comme, je disais, s'informer en amont, quand à l'heure je parlais du O, du R et du L, en disant, il y a les otologistes, les rhinologistes, les laryngologistes. Là aussi, c'est très important. Il faut savoir à qui on a affaire. Savoir si c'est un hospitalier, j'ai dit tout à l'heure, savoir si c'est un libéral, mais savoir aussi quelle est sa personnalité,
quels sont comment dirais-je, ses domaines de prédilection, quelles sont les choses qu'il apprécie. Ça, c'est important. Parce qu'encore une fois, la meilleure manière de se sentir bien avec un ORL, c'est ça, c'est de pouvoir maîtriser un petit peu les deux sens de la communication, mais en particulier, ne pas faire de chichi, ne pas essayer de dire je suis au-delà de mes compétences. Non, il faut rester humble systématiquement. C'est-à-dire être capable à un moment donné à un ORL de lui dire bah voilà, je suis jeune audioprothésiste, je viens de débuter sur le métier, bah essayez effectivement, est-ce que je pourrais avoir des renseignements ou autre comme ça. Autre chose, c'est pas dans l'ordre, hein, effectivement, de ce que je vous ai mis dans l'ordre chronologique de la manière avec laquelle on peut se faire, mais c'est un petit peu aussi, comme je l'avais dit, un petit peu une boîte à outils. Vous ouvrez votre boîte à outils, puis vous prenez un petit peu ce que je vous ai mis un petit peu là. Quand je vous dis rester joignable, bah, je peux vous assurer que ça peut paraître anodin, mais un ORL qui, lorsqu'il a un patient devant lui, a la possibilité d'appeler son audioprothésiste pour avoir une disponibilité de rendez-vous, pour avoir un renseignement, pour avoir un conseil, là, vous allez faire la différence. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, quand on veut créer une vraie relation privilégiée avec un ORL, c'est ça aussi. Quand je disais tout à l'heure, il faut savoir faire la différence entre les uns et les autres. C'est tout bête, mais rester joignable, ne serait-ce qu'avec son numéro de téléphone portable ou son adresse mail ou des choses comme ça, c'est fondamental. Même chose, quand je disais, effectivement, dans le titre, se présenter et convaincre. Convaincre, c'est aussi, je disais tout à l'heure, c'est connaître son métier. Quand je marque choix des méthodologies, vous savez, aujourd'hui, il y a plein de possibilités d'appareiller au niveau du choix des gains, au niveau du niveau de sortie, au niveau des compressions. Il faut être capable d'expliquer à l'ORL que vous connaissez ces différentes méthodologies. Pourquoi ? Parce que les ORL aujourd'hui, sachez quand même, hein, grâce d'ailleurs au travail qu'on fait tous les audioprothésistes, les ORL commencent à être de plus en plus informés sur les techniques, les technologies, sur les marques, les choses comme ça. Et aujourd'hui, les ORL savent qu'il y a ce qu'on appelle la technologie presse-bouton. Ça parle à tout le monde, la technologie presse-bouton. C'est pas la meilleure, en tout cas, c'est pas celle que je partage. Moi, c'est pas celle que j'enseignais au niveau de mes étudiants ou de mes stagiaires quand j'étais maître de stage. Technologie presse-bouton, non, c'est pas bien. Et les ORL aujourd'hui savent très bien ce que c'est qu'une technologie presse-bouton. Donc, quand je dis choix des méthodologies, sachez valoriser votre savoir. Ça, c'est fondamental. Même chose, alors là aussi, bah, c'est pas forcé que ce soit le cas chez tous les audioprothésistes, dans toutes les maisons. Chez nous, chez Amplifon, on est une entreprise dans laquelle on n'a pas, dans notre capital, on n'a pas un fabricant. On est totalement indépendant des marques. On est aujourd'hui capable d'offrir toutes les marques à tous nos patients. On travaille avec tous les fabricants. Et ça aussi, quand vous êtes capable d'annoncer ça à un ORL, de dire je n'appareille pas parce que j'ai eu une offre spécifique, j'ai eu 100 appareils à un prix, 100 appareils de telle marque qui m'ont été livrés en début de semaine et donc tous vos patients, je vais les appareiller avec la même marque. Non. Il faut être capable de dire à votre ORL, je choisis aujourd'hui non pas la marque avant de savoir quel patient va rentrer chez moi, mais je vais choisir le meilleur appareil avec le meilleur réglage possible en fonction du besoin du patient. Vous savez très bien que selon qu'on est un enfant, selon qu'on est un acouphène, selon qu'on ait une otospongiose, un urinome de l'acoustique, chaque marque ne va pas être capable d'appareiller de la même manière. Et ça, vis-à-vis d'un ORL, je peux vous assurer que ça fait aussi des différences considérables. Même chose au niveau de la conviction que vous pouvez apporter à l'ORL, eh ben, on disait tout à l'heure aussi avec Catherine au début de cet entretien, vous devez être capable d'apporter aujourd'hui aussi à l'ORL une capacité de le former. Alors, il y a tout un tas de formations possibles. Même chose, encore une fois, mais je ne suis pas là pour faire la publicité d'Amplifon, mais encore une fois, chez nous, on a plein de formations au niveau des ORL, mais laissons Amplifon de côté pour ça. Vous avez aujourd'hui la capacité d'avoir des formations par des congrès. Les sociétés savantes comme la SFORL, comme la Société française d'audiologie, la FREPA, par exemple pour les acouphènes, sont capables aujourd'hui de former les ORL
Et qui mieux qu'un audioprothésiste peut prendre son ORL par la main pour lui dire, ben voilà, je sais justement, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il est important de connaître son ORL avant d'aller le voir. Je sais que vous êtes intéressé par telle spécialité, il y a tel congrès qui se passe à tel moment. Si vous le souhaitez, je peux effectivement participer à votre acquisition de formation. Et puis ensuite, il y a l'information, c'est-à-dire des choses que vous connaissez par rapport à votre métier. Là, je vous ai mis par exemple 100% santé, c'est quand même le dossier phare du moment dont on parle depuis maintenant presque 2 ans, mais qui a été mis en place là, au 1er janvier de cette année. Vous avez aussi cette capacité, j'allais dire ce devoir, c'est peut-être un petit peu prétentieux comme mot, mais si vous voulez encore une fois vous faire reconnaître d'un ORL, sachez, et j'en reviens à ce que je disais au début de ce listing, sachez vous différencier. Encore une fois, tous les audioprothésistes, quels qu'ils soient, ont le même diplôme. Tous les audioprothésistes, quels qu'ils soient, ont théoriquement la même formation. Tous les audioprothésistes ont passé les mêmes types d'examens. Donc, vis-à-vis d'un ORL, le type va se dire, l'ORL va se dire, bah, audioprothésiste A, audioprothésiste B, audioprothésiste C, c'est la même chose. Non. Sachez justement valoriser tous ces points-là. Pourquoi j'insiste énormément sur le premier strate de l'audioprothésiste vers l'ORL? Parce que c'est ça qui va être hyper important pour vous qui sortez de diplôme, parce qu'il y a cette reconnaissance. Maintenant, quel que soit un audioprothésiste qui a 0 année d'expérience, 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, de toute façon, il doit toujours remettre l'ouvrage sur le métier, parce que de toute façon, l'évolution technologique bouge, parce que les ORL évoluent aussi. Ne croyez pas que, je l'ai dit tout à l'heure, la moyenne d'âge des ORL femmes ou la moyenne d'âge des ORL hommes, elle évolue. Il y a des nouveaux venus sur le marché ORL, bien évidemment. Donc, il faut en permanence nous-mêmes s'informer, même des audios qui ont de la bouteille par rapport à leur ancienneté d'acquisition du savoir. Ça, c'est des notions qui marchent quel que soit le moment de votre entrée dans la profession. Mais en tout cas, pour vous, en tant qu'étudiant, et j'insiste, que vous soyez en 3e, que vous soyez en 2e, et même pour les étudiants de première année, c'est des choses que vous devez déjà intégrer. Parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre aussi de faire votre différence. Alors, le deuxième strat, je vous rappelle que le deuxième strat, c'est l'ORL vers le patient. C'est-à-dire la capacité que vous avez mise dans la diapo précédente d'être suffisamment convaincant pour que l'ORL ait envie de vous faire confiance. Je dis bien ait envie de vous faire confiance parce qu'encore une fois, il a déjà été sollicité par plein de gens, il a ses habitudes. Un ORL, à part un jeune installé évidemment, mais un ORL a de toute façon ses habitudes. Vous verrez vous-même, en tant qu'audioprothésiste, vous aurez vos habitudes de marque d'appareil, vous aurez vos habitudes de type d'appareil, au sens où on est dans une zone de confort, on est d'autant plus à l'aise avec un appareil qu'on maîtrise le mieux, et quoi d'autre qu'un appareil qu'on maîtrise le mieux qu'un appareil qu'on fait très très fréquemment. Même chose, un ORL, s'il a l'habitude d'un audioprothésiste, il va naturellement le privilégier. Donc, il faut que vous soyez capable, lorsque vous allez vous présenter, de suffisamment avoir d'arguments pour lui donner envie de proposer à son patient d'aller vous voir. Là encore, je vous dresse une liste à la Prévert, mais elle n'est absolument pas exhaustive par rapport à ça. C'est important, une chose, bien évidemment, toujours se dire que l'ORL, au démarrage, va peut-être vous tester en vous envoyant des cas difficiles. Parce que justement, vous avez des ORL qui sont intellectuellement honnêtes, et puis ils se disent, bon, j'ai pas très envie de ne pas lui envoyer quelqu'un parce que il a l'air sympa, elle a l'air gentille, elle a l'air compétente, mais quelquefois, il va vous, entre guillemets, vous piéger pour essayer de vérifier si ce que vous lui avez dit lorsque vous avez été vous présenter est la réalité. J'ai une petite anecdote à ce propos. Lorsque j'ai commencé de travailler, donc comme je l'ai dit il y a quelques années, mon oncle qui est décédé depuis, mon oncle était ORL.
Et bien évidemment, comme vous, quand j'ai eu mon diplôme, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, écoute, voilà, je suis audioprothésiste, tu sais, c'est sympa. En plus, c'était lui qui avait réussi à me faire avoir un de mes stages d'audioprothèse. Et je lui ai dit, écoute, maintenant, sois sympa, envoie-moi du monde. C'était mon oncle avec lequel j'ai des rapports comme des parents, effectivement. Et il m'avait dit, écoute, Hervé, moi j'ai l'habitude, voilà, déjà c'était le mot, moi j'ai l'habitude de travailler avec des gens que je connais. J'ai confiance en ces gens-là. Toi, tu démarres. Je ne sais pas comment tu travailles. Peut-être tu travailles bien, j'en doute pas. Mais sache une chose, c'est que si je conseille à mon patient d'aller te voir et que le patient est satisfait, il ne viendra jamais me le dire. En revanche, si le patient que j'ai en face de moi et que je conviens d'aller te voir n'est pas content, c'est pas à toi en tant qu'audioprothésiste qui va venir râler, c'est auprès de moi qui va venir en me disant docteur, on m'avait envoyé chez quelqu'un, mais vous vous rendez pas compte, c'est pas possible, ça s'est mal passé. Et c'est ça aussi dans cette slide qui est là, l'ORL vers le patient, c'est que quand je vous dis il faut savoir avoir donné suffisamment d'arguments à votre ORL lors du premier rendez-vous pour le convaincre, il faut que l'ORL soit dans cette même posture vis-à-vis de son patient, qu'il soit convaincu et qu'il ne vous envoie pas que des cas compliqués. Ça va arriver, ça c'est systématique. Maintenant, on peut voir l'autre côté du verre, c'est aussi valorisant. De se dire qu'un ORL, pour vous tester, vous envoie un cas difficile, c'est un vrai challenge que vous allez relever, et vous allez le relever parce que vous êtes compétent, parce que vous êtes des gagneurs, parce que vous allez essayer justement de trouver tous les biais possibles et imaginables, et à ce moment-là, ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental par rapport à ça. Donc, pour que l'ORL convainque son patient, je l'ai mis suffisamment d'arguments, faire la différence, c'est-à-dire qu'on l'avait déjà vu la première slide, mais il est important que du coup l'ORL soit convaincu, bien évidemment ça, convaincu de l'appareillage. Ça, c'est une chose bien évidemment aussi importante. Sachez que de moins en moins, on ne va pas se mentir, de moins en moins, mais vous avez des ORL qui vont avoir deux attitudes face à l'appareillage. Vous allez avoir ceux qui sont vraiment convaincus, et vous le verrez très rapidement parce que un patient qui va arriver dans votre magasin, dans votre centre, dans votre bureau, dans votre cabine, convaincu d'un ORL, il ne va pas vous poser de difficultés, il ne va pas vous poser de questions, et vous êtes quasiment assuré que l'appareillage va se passer confortablement, va se passer correctement. Maintenant, vous avez les ORL, ce que j'appellerais moi les négatifs. Ils vont dire au patient, ils vont lui dire, écoutez, si vous y tenez, allez voir, de toute façon, moi je ne suis pas convaincu, ça ne marche pas. Là, c'est très compliqué parce que vous allez ramer vraiment à contre-courant. Mais ça, vous allez en avoir. Il y en a de moins en moins, des ORL comme cela, parce qu'ils sont de toute façon aujourd'hui de plus en plus convaincus de l'efficacité de l'appareillage. On les a suffisamment, on a montré des études. Il y a eu des études réelles qui ont montré, je disais tout à l'heure, les fameux 7 ans entre le moment où la personne prend connaissance ou se fait appareiller. On a beaucoup travaillé sur des études par rapport à ça. Donc, il faut que votre ORL soit bien évidemment convaincu de l'appareillage. Une des choses aussi, ça je l'ai marqué parce que je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Mine de rien, on s'est beaucoup posé de questions, mais la réforme 100% santé a aussi fini de convaincre les ORL qui freinaient aussi des 4 fers pensant que l'appareillage était cher. On aura peut-être l'occasion de faire une autre formation là-dessus. Moi, c'est une de mes passions, le prix. Je pense qu'on est capable de tout vendre dans la vie. Le tout, c'est de savoir donner envie. C'est pas parler de prix par définition, mais c'est de savoir donner envie avec des vrais arguments, être capable de projeter la personne dans ce qu'on va être capable de lui apporter sur le plan de l'efficacité. Donc, le prix aujourd'hui n'est plus un frein par la classe 1, même si elle n'apparaît pas encore une fois tout, mais au niveau de l'ORL, vous avez des ORL aujourd'hui qui sont un petit peu plus convaincus d'envoyer leurs patients. Et donc, la réforme 100% santé, elle est effectivement importante aussi par rapport à ça. Et aussi, tenez compte quand même d'une chose, et là, je relisais une étude de Galiléo hier soir. Tenez compte quand même d'une chose, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, les ORL vont effectivement adresser à un audioprothésiste. Ça, c'est évident parce qu'il va être convaincu des compétences de l'audioprothésiste. Pour autant, l'ORL va aussi faire le choix moi j'appelle ça une enseigne en tout cas effectivement, mais aussi souvent dans une enseigne. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans une enseigne, il y a ce que j'appelle moi des outils. Des outils à l'aide à l'appareillage, des outils au suivi, des outils à l'étendue géographique, tout ça. Donc, oui, vous allez convaincre l'ORL
d'être capable en tant qu'individu audioprothésiste, mais sachez quand même, et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Amplifon qui le dit, c'est tout le monde, c'est des études indépendantes qui le disent, aujourd'hui, les patients, d'abord premièrement, et les ERL sont naturellement plus convaincus d'adresser aussi à une enseigne par rapport à ça. Ensuite, le troisième point, mais je vous avais dit tout à l'heure, on va passer rapidement parce que c'est plus tellement là pour le coup les clés de la relation ORL, c'est ensuite la démarche que le patient va faire pour aller vous voir. Donc bien évidemment, elle est liée à la slide numéro 2, c'est-à-dire la conviction que met l'ORL à convaincre son patient. Là, pour ça, j'ai fait une phrase très très courte, c'est globalement avoir donné suffisamment d'arguments à l'ORL pour convaincre son patient. J'ai mis effectivement attention aux éléments extérieurs. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était passé du patient au client, puis aujourd'hui au consommateur. Pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus et sur les éléments extérieurs? Parce que ce que j'appelle éléments extérieurs, c'est même si l'ORL a encore un poids important dans l'orientation de son patient, j'insiste bien pour le coup de son patient, quand il sort de son cabinet, ça devient un consommateur, et ce consommateur va être influencé par sa mutuelle. Sachez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux de mutuelles qui orientent les patients indépendamment du choix de l'ORL. Sachez qu'aujourd'hui, la personne qui va rentrer dans votre centre va vous dire « je veux telle marque d'appareil, tel type d'appareil, à tel prix d'appareil, et je veux que… » Voilà. Donc, les éléments extérieurs, encore une fois, ce n'est pas l'objet comment dirais-je, du laïus de ce soir, mais c'est des choses sur lesquelles vous devez être informé parce que sachez encore une fois que les ORL vont aussi être influencés par ça. Leur choix risque, c'est pas qu'eux vont être influencés, mais leur choix risque d'être un petit peu mis à mal, ou leur conseil risque un petit peu mis à mal par rapport justement à ces éléments extérieurs. Soit dit en passant, mais on va voir tout à l'heure. On va voir tout à l'heure parce que, soit dit en passant, aujourd'hui, sachez que les patients considèrent les ORL aussi comme des produits de consommation. Vous connaissez tous le site qui s'appelle Doctolib. Doctolib a créé aussi, bien évidemment, un nomadisme de clientèle qui fait qu'aujourd'hui, le médecin n'est pas forcément choisi sur ses compétences, mais sur sa disponibilité d'agenda, voire sur les étoiles Google. Donc là aussi, c'est intéressant, effectivement, mais ça me donne plein d'idées de futures formations, Catherine, peut-être à mettre en place pour les étudiants sur tous ces domaines-là. Effectivement, on verra un petit peu plus tard. Est-ce que c'est vrai que Doctolib va révolutionner, je pense, un petit peu la prise en charge médicale et on change de dimension. Oui, je pense que ça, c'est fondamental. Et les ORL, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les ORL ne sont pas encore capables d'entendre ce message-là. Moi, j'ai encore déjeuné avec un ORL il y a une quinzaine de jours. Il était étonné, il m'a dit « Mais Hervé, je ne comprends pas. Là, tu m'as parlé des étoiles Google. » Et je lui ai montré, j'ai été sur Google, je l'ai googlisé, comme on dit effectivement. Et il a vu, ça va que c'est un super bon ORL et qu'il a des super bons commentaires, mais il était vachement étonné d'avoir ce type d'étoiles-là. Et effectivement, je pense que Doctolib, encore une fois, tu as raison Catherine, a bien évidemment enclenché un petit peu un processus un petit peu du coup pernicieux par rapport à ça. Alors, oui, je disais ce que je suis dans les temps, il est 19h19, c'est vrai que je parle beaucoup, effectivement. On a jusqu'à quelle heure, Catherine? 22h? 19h30, Hervé. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Bon, j'espère que vous êtes encore pas mal en ligne. Je n'ai pas du tout de visu sur qui est en ligne ou qui n'est pas en ligne, mais bon, c'est pas grave. Le quatrième strat, effectivement, c'est globalement, attendez, je vous remonte le petit graphique. Le quatrième strat, c'est celui, la flèche qui est tout en bas, c'est affirmer son professionnalisme. Alors, le quatrième strat, c'est ça. C'est donc, du coup, de nouveau, l'audioprothésiste vers l'ORL, mais une fois que le patient a été appareillé. Ce que j'appelle, moi, passer de la parole aux actes. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de faire des promesses à un ORL quand on va le voir la première fois. Si les promesses ne sont pas suivies d'actes, soit par vous en tant qu'audioprothésiste qui lui faites un feedback, un retour, un compte-rendu, etc., mais aussi, on va le voir dans la cinquième, par le commentaire que lui fait le patient, là, vous aurez tout faux. Et je peux vous assurer qu'un ORL que vous avez convaincu une première fois, mais qui a été déçu, et ben là, vous allez être pire que les saumons qui remontent effectivement le fleuve à contre-courant. Là, vous allez pouvoir vous rhabiller pour aller le revoir parce que ça va être très, très compliqué. Donc,
Le quatrième strat est pour moi quand même un des éléments qui est fondamental dans la relation que vous allez avoir avec l'ORL. Il y a un truc qui est tout bête, qui est obligatoire d'ailleurs effectivement avec la réforme, c'est le compte-rendu. Le compte-rendu, je vous rappelle, avec la réforme, doit être envoyé dans les 7 jours, une semaine, qui suit la facturation de l'appareil, facturation au bout de 30 jours d'appareillage. Ça laisse quand même un petit peu le temps de voir venir. Pourquoi le compte-rendu est important? Parce que c'est un retour de la confiance que l'ORL vous a accordée en vous envoyant son patient. Si vous êtes capable d'aller voir l'ORL la première fois, dire « Monsieur le docteur, envoyez-moi du monde, monsieur le docteur, je suis le plus beau, monsieur le docteur, je suis celle qui est la plus compétente et qui va être capable d'appareiller de la meilleure façon possible vos patients. » Et que, in fine, vous ne voyez pas l'ascenseur en lui donnant son compte-rendu tout basique, là, effectivement, je peux vous assurer, vous ne faites pas bien votre job. Et vous n'êtes pas, pour le coup, de vrais bons audioprothésistes par rapport à ça. Et de toute façon, là, aujourd'hui, c'est la loi. Moi, je me rappelle, quand j'étais directeur régional, j'avais mis en place des comptes rendus automatisés. Je me bagarrais aussi avec pas mal d'audioprothésistes. Là aussi, j'ouvre une petite parenthèse, mais vous effacerez tout de suite parce que je sais que Catherine enregistre ça. Même moi, en tant qu'audioprothésiste, j'avais beaucoup de mal à envoyer les comptes rendus. Parce que, ok, c'est pas quelque chose qui est agréable, parce que, ok, c'est pas quelque chose pour lequel on a envie de prendre du temps, mais je peux vous assurer que les ORL sont sensibles au compte-rendu. Qu'est-ce qui doit contenir le compte-rendu? Eh bien, je vais vous dire, déjà, et on va pas revenir sur la loi, vous vous référez au texte de loi, les comptes-rendus sont aujourd'hui normalisés. Ils doivent répondre à des critères bien particuliers de paramètres qui doivent être remplis. Maintenant, je dois vous dire que rien ne vous empêche de faire un petit peu plus. Rien ne vous empêche de, pourquoi pas, moi j'avais mis en place avec un de mes audios quand j'étais à Neuilly, l'audio avait une super idée, c'est que sur le compte-rendu, il ajoutait la photo de l'appareil qu'il avait adapté à son patient. Comme ça, il y avait en plus une visualisation réelle de ce que le patient était capable d'avoir. Pourquoi pas, si le patient en est d'accord, faire la photo de l'appareil sur l'oreille du patient et même chose, la joindre au compte-rendu d'appareillage. Ce que je vous disais au tout démarrage, sachez vous différencier par rapport aux autres, par rapport au contenu du compte-rendu. Encore une fois, il y a la normalisation, c'est la loi, on ne peut pas la transgresser, on ne peut pas faire autre chose, mais sachez être le petit plus, sachez être la cerise sur le gâteau, celle qui va faire la différence. Maintenant, même chose. Moi, je suis toujours très attaché à comment dirais-je, au temps d'envoi des comptes rendus. Bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, le compte rendu doit être envoyé dans les 7 jours qui suivent l'appareillage. Ça, c'est une obligation. Maintenant, là aussi, sachez par expérience que l'ORL, quand il vous envoie un patient, ne sait pas si le patient va être satisfait de l'appareillage. En d'autres termes, si le patient va acheter. Si vous ne vous bornez qu'à envoyer un compte-rendu à l'ORL que si et seulement si le patient a signé son chèque, là aussi, eh ben vous vous privez d'une manne énorme d'informations et de retour de confiance et de retour d'informations à votre ORL. En d'autres termes, ce que je vous ai marqué, sachez si le patient ne vient que ce qu'on appelle venu pour renseignement, ben, il vient vous voir et puis voilà, il vous dit écoutez, merci des renseignements, je vais attendre. Bingo, envoyez le compte-rendu à l'ORL en lui disant monsieur Untel est venu me voir pour des renseignements, je reste à sa disposition. Même chose si vous avez fait un essai d'appareillage et qu'il y a un échec. On n'est jamais heureux d'annoncer un échec à un ORL, c'est évident. Mais un ORL n'a pas non plus 100% d'efficacité dans un traitement qui va donner à un de ses patients. Il n'a pas 100% d'efficacité sur une intervention chirurgicale qui va donner sur une otospongose, par exemple, ou autre. Donc, l'échec fait partie du travail. L'échec, quelqu'un qui n'a que 100% d'efficacité, pardonnez-moi, je ne lui fais pas confiance pour le coup, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il masque quelque chose. Donc, sachez créer cette relation de confiance avec votre ORL. L'ORL vous envoie quelqu'un, quelle que soit l'issue de l'appareillage, sachez l'informer au niveau de son compte rendu. De la même manière, quand vous allez voir votre ORL la toute première fois, je vous ai dit, informez-vous aussi sur ses attentes. Le mode d'envoi d'un compte rendu peut aussi faire la différence. Dans les clés de la relation ORL, ça peut paraître tout bête, mais vous avez des ORL qui vont préférer recevoir simplement une lettre,
d'autres qui vont préférer recevoir un mail, d'autres qui vont préférer. Donc, renseignez-vous sur quelle est la meilleure méthode que l'ORL souhaite que vous abordiez pour lui envoyer le compte-rendu. Encore une fois, c'est tout ça qui va faire votre différenciation vis-à-vis des ORL. Encore une fois, c'est comme ça que l'ORL va vous allez sortir de la mêlée. C'est ça aussi, à un moment donné, tout le monde est excellent, on va pas se mentir, tous les audioprothésistes aujourd'hui, et c'est pas parce que je suis audio que je dis ça, mais tous les audioprothésistes aujourd'hui sont très bons, voire excellents. Bah, il faut faire le petit plus, savoir qu'est-ce qui va faire en sorte que l'ORL va nous remarquer. Ça, c'est une chose aussi qui est importante. Je parlais des appels téléphoniques tout à l'heure, je disais tout à l'heure, restez joignable. À l'inverse, vous pouvez vous téléphoner à votre ORL. Vous avez un patient en face de vous, alors peut-être pas quand le patient est vraiment en face de vous, mais allez au secrétariat dans une cabine annexe, machin. Si vous avez un cas particulier, effectivement, une difficulté, sachez téléphoner à l'ORL. Si vous avez créé un vrai beau lien avec lui, il saura vous répondre en temps réel aussi efficacement, aussi rapidement que lui a réussi à vous joindre quand il a souhaité vous appeler au téléphone. Une autre manière aussi de pouvoir valoriser votre capacité, votre expérience, votre efficacité, c'est ce qu'on appelle les questionnaires de satisfaction. Nous, on a mis en place depuis des années chez Amplifon les questionnaires de satisfaction. Pourquoi? Parce que ça nous aide, nous, en tant qu'audioprothésistes, bien évidemment, savoir si on fait bien notre métier, savoir si on a répondu aux attentes du patient quand il nous a posé les questions et quand il nous a exposé ses difficultés lors du premier rendez-vous. Mais aussi, c'est une manière comme une autre de montrer à l'ORL qu'on a pris en considération les besoins de son patient et que le patient nous apporte des éléments de satisfaction au travers d'un questionnaire de satisfaction. Enfin, à l'inverse, la même chose, ne pas utiliser, ne pas user, ne pas aller voir l'ORL quand je marque que simplement si on en a besoin, non. Sachez aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, sachez l'intégrer dans le processus de l'appareillage. Un ORL va adorer ça, c'est-à-dire ne pas simplement être tenu au courant de la finalité de l'appareillage, mais au moment de l'essai, vous savez que par exemple, aujourd'hui, on est censé faire aussi un essai en classe 1 par exemple. Sachez argumenter au niveau de votre ORL. Sachez l'appeler en disant, vous savez, voilà, je suis en essai comparatif, j'ai fait tel essai. Sachez que par rapport aux besoins de votre patient, la classe 2, même si la classe 1 semblait être celle qui était prédisposée à donner la meilleure satisfaction, sachez valoriser, je veux dire, votre acte, sachez valoriser votre profession, sachez sortir du lot. Ça, c'est des choses qui vont vous permettre de faire la différence. Et enfin, le cinquième strat, ce que j'appelle moi le conforté, c'était, donc là je vais revenir aussi en arrière parce que peut-être que vous ne l'avez plus en tête, c'est la flèche qui va c'est la flèche vers le bas, celle qui va du patient vers l'ORL, ce que j'appelle conforté. Alors c'est tout bête, le conforté, c'est quoi? C'est utiliser son patient à des fins positives pour nous. C'est-à-dire, n'hésitez pas à demander à votre patient qu'il retourne, pas spécialement, mais quand il a l'occasion de retourner voir l'ORL, qu'il donne, s'il est satisfait, bien évidemment, ça va de soi, ça c'est une lapalissade, mais s'il est satisfait, sachez utiliser votre patient. Il n'y a pas de honte. Je parlais tout à l'heure des étoiles Google. Aujourd'hui, les gens, surtout la clientèle jeune, on a une clientèle qui, mine de rien, se rajeunit, quand même si l'âge moyen d'appareillage, je crois, la dernière fois que j'ai consulté, je crois que c'était 70, 73 ans. Aujourd'hui, on a des patients de plus en plus jeunes, on a des gens qui sont hyperactifs, on a des gens qui sont habitués aux questionnaires de satisfaction, on a des gens qui sont habitués à Google, on a des gens qui sont habitués aux étoiles. Eh bien, sachez utiliser votre patient. Lui dire, écoutez, si vous êtes satisfait, la prochaine fois que vous allez voir votre ORL, sachez lui dire qu'est-ce que vous avez trouvé de points positifs sur le travail que j'ai fait, sachez les éléments que vous pouvez mettre en valeur par rapport à l'ORL. Je peux vous assurer que le retour, et je pense encore une fois, je vous disais à mon oncle tout à l'heure, je peux vous assurer que le retour que les patients vont faire à l'ORL de votre travail, ça n'a pas son pareil. Ça n'a pas son pareil. Même chose, utilisez, on ne le fait pas souvent non plus, lorsque vous voyez un patient pour un contrôle au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, sachez au préalable qu'il vienne vous voir, sachez lui dire, ou téléphonez même à l'ORL juste avant, ou même après votre consultation, même chose, envoyez un petit courrier à votre ORL. J'ai vu Madame Boiteux pour son appareillage. Elle est venue conformément à notre engagement au bout d'1 an d'appareillage. Voilà ce que j'ai fait. Valorisez votre acte. Je n'ai pas parlé aussi tout à l'heure dans la première partie, quand je dis valoriser votre acte, sachez être audioprothésiste.
Je vais être volontairement poil à gratter, je vais être volontairement polémique, mais je suis prêt à répondre. Moi, j'aime bien être dans la confrontation par rapport à ça. Sachez valoriser, je parlais des prix tout à l'heure, sachez valoriser votre prix. Vous avez aujourd'hui les bons low-costers et vous avez des mauvais low-costers. Je citerai personne parce que je ne veux pas avoir de procès, effectivement, bien évidemment, mais vous avez les mauvais low-costers qui vendent moins cher parce qu'ils font moins de choses, parce qu'ils ont moins d'offres. Mais si vous, en tant qu'audioprothésiste, vous faites moins de choses pour plus cher, là, les patients et les EURL auront raison de vous tourner le dos. Sachez, là c'est l'ancien maître de stage qui parle, ou l'audioprothésiste, sachez valoriser encore une fois votre geste au niveau de votre patient pour, lors du compte-rendu, je vous en parlais tout à l'heure, valoriser aussi ça, je parle de la chaîne de mesure, par exemple. Sachez tout le temps, passer votre appareil en chaîne de mesure. Sachez aussi faire une mesure in vivo. Sachez faire une mesure aux inserts. Ça, c'est des choses qui sont fondamentales. Chez nous, encore une fois, vous allez dire que je fais de la pub pour Amplifon, mais chez nous, toutes nos cabines, ou 99% des cabines, sont équipées pour ça. La plupart, pour ne pas dire tous, et Catherine Boiteux est là en tant que patronne de la formation, tous nos audioprothésistes subissent dans le mot est un petit peu méchant, mais bénéficient d'une formation par rapport à ces outils-là. Sachez utiliser ça. Même votre patient, encore une fois, si vous faites ne serait-ce, et ça va être obligatoire bien évidemment, des tests vocaux dans le bruit, eh ben, le patient va souvent vous dire, le patient qui tourne, le fameux consommateur, il va vous dire, bah la vache, on m'a jamais fait ça ailleurs. Et du coup, j'ai envie de rester chez vous. Et ça, si vous êtes capable de faire en sorte que ce patient retourne voir l'ORL pour valoriser ce genre de choses-là, et ben là, vous aurez tout gagné. Voilà un petit peu les clés de la relation ORL. Encore une fois, il n'y en a pas 36 000, il n'y en a pas beaucoup. Il y a différentes choses. Maintenant, j'en terminerai par là. Ce que j'appelle moi les astuces. Alors là, c'est un petit peu du couteau suisse, c'est un petit peu pêle-mêle, c'est un petit peu tout. C'est à avoir un petit peu dans votre besace. Quand je dis effectivement faire venir l'ORL dans votre centre, sachez que dans beaucoup de cas, un ORL n'a jamais mis les pieds dans un centre de correction auditive. C'est-à-dire qu'il envoie son patient en toute confiance, mais c'est globalement le train fantôme pour lui. C'est Space Mountain. C'est-à-dire que il va vendre un audioprothésiste, il va vendre la méthodologie de l'audioprothésiste sans savoir ce qui se passe. Faites venir l'ORL dans votre centre. Faites-lui vivre l'expérience que le patient va vivre. Mais faites-lui vivre une mesure in situ. Faites-lui passer une vocale dans le bruit. On a eu récemment un très gros patron d'ORL en France, je ne citerai pas son nom, spécialiste de l'audiologie, à qui on a fait cette démonstration-là, il s'est rendu compte qu'il avait une baisse d'audition. Effectivement, en disant, oui, je m'étais rendu compte, mais je n'osais pas me l'avouer, machin chose. Faites vivre ça. Ça, c'est une chose importante. Ce que j'appelle moi des réunions, des staffs ou des choses comme ça, même chose. Sachez, je parlais de la formation tout à l'heure que vous allez, ou l'information que vous allez apporter aux ORL, les staffs. Alors en ce moment, c'est un petit peu compliqué, bien évidemment, avec les mesures sanitaires. Mais c'est très valorisant d'aller dans un hôpital, d'expliquer une méthodologie, d'expliquer une mesure, d'expliquer pourquoi pas de nouvelles technologies d'appareillage ou le faire aussi en centre. Ça, c'est encore une fois une chose importante. Alors, j'aime bien aussi ma troisième ligne, ce que j'appelle moi les mots autorisés, les mots interdits. Ça peut paraître un petit peu idiot ce que je vous marque là. Je parlais en première slide, je parlais de la différence entre la connaissance et la compétence. Et je disais, attention au mélange des genres dans les compétences. Un audio ne doit pas se prendre pour un ORL ne doit pas se prendre pour un audioprothésiste. Il y a des mots à ne pas utiliser quand on s'adresse à un ORL. Le mot diagnostic, c'est un mot médical, ce n'est pas un mot audioprothétique. C'est-à-dire que si vous dites le mot diagnostic ou si vous écrivez le mot diagnostic, dans 99% du temps, ça se passera très bien. Mais dans 1% du temps, vous allez tomber sur l'ORL revêche, qui va vous pourrir la vie parce qu'il va vous dire que vous faites de l'exercice illégal. Même chose, le bouchon de cérumen, BDC, le bouchon de cérumen, n'écrivez pas bouchon de cérumen. Le bouchon de cérumen est un diagnostic. C'est-à-dire que quand vous voyez dans l'oreille de votre patient un bouchon de cérumen, parce qu'on a été formé pour ça, et que vous écrivez à l'ORL parce que vous voulez faire une empreinte et vous ne pouvez pas, ne dites pas il y a un bouchon de cérumen. Trouvez une périphrase. Je n'arrive pas à voir le fond de conduit avec l'autoscope. Pourriez-vous me donner votre avis de sorte que je puisse vérifier si demain je pourrais faire une empreinte. Voilà. C'est des choses toutes bêtes, mais mine de rien, c'est ce qui va aussi permettre d'avancer en terrain agréable avec un ORL et non pas en terrain revêche.
Ça m'en vient toujours effectivement à l'idée de quand je dis effectivement l'ORL, à un moment donné, vous allez avoir de vrais beaux rapports avec un ORL. Mais c'est un conseil que je vous donne par expérience, encore une fois, ne franchissez pas la frontière du copinage à outrance. Que vous ayez 2-3 copains ORL, c'est normal, je veux dire. Mais lorsque 100% de vos copains ne sont que ORL, attention. L'ORL doit rester un professionnel, vous devez garder un lien professionnel, il vous en sera gré, hein, ça j'insiste bien, ça fait vraiment partie du laïus de ce soir, effectivement, il vous en sera gré. Sachez ne pas franchir les limites, sachez à un moment donné, effectivement, garder une vraie ligne de conduite par rapport à ça. Catherine en parlait tout à l'heure, les conflits d'intérêts, la déclaration au CNOM, le site de la transparence. Sachez aujourd'hui que tout ce que l'on fait vis-à-vis d'un ORL, à partir du moment où vous engagez ne serait-ce qu'1 euro, ça doit être déclaré. Le CNOM, alors je ne sais pas si ça vous parle pour tous, c'est le Conseil national de l'ordre des médecins. C'est ce qui régit les médecins en France. C'est ce qui va permettre à un médecin de pouvoir exercer ou pas. Il y a des fois des commissions, effectivement, qui retirent les numéros de conventionnement des ORL. Là aussi, sachez, et c'est un conseil que je vous donne, sachez exercer votre profession dignement, sachez exercer votre profession dans un cadre purement légal. Ne franchissez pas le cadre. Il y a effectivement, je me plais toujours à dire, il y a l'épaisseur du trait du cadre, c'est-à-dire le cadre peut avoir des bords plus ou moins larges, plus ou moins importants, mais ne franchissez pas ça. Un jour ou l'autre, ça va se retourner contre vous. Et puis du coup, vous jetez aussi un discrédit sur la profession en général. Donc, et puis les ORL aussi, à un moment donné, je veux dire, il y aura un retour de bâton par rapport à ça. Les ORL pourraient vous en tenir grief si effectivement vous faites des choses qui ne sont pas forcément légales. Laissez ça aux autres. Il y a encore des gens, malheureusement, et je le dis encore une fois, malheureusement dans notre profession, il y a encore des gens qui ne respectent pas la loi. Ça va rentrer petit à petit dans l'ordre. Ça va demander encore quelques temps, mais ça va rentrer naturellement dans l'ordre. Et c'est encore une fois dans l'intérêt du patient. Encore une fois, on a un prescripteur, l'ORL, on a l'audioprothésiste, et entre les deux, on parle le langage commun du patient. C'est ça la clé. Si on doit retenir, j'allais dire, qu'une seule donnée dans la relation que vous pouvez avoir avec l'ORL, c'est toujours de penser, de réfléchir dans l'intérêt du patient pour trouver la meilleure solution et dire à l'ORL, vous-même, effectivement, la flèche numéro 4 ou la flèche numéro 5, que l'ORL soit convaincu que vous allez apporter quelque chose. Maintenant, et j'en terminerai par là, l'ORL ne vous adressera jamais 100% des patients appareillables. Il est normal, tout comme vous ne donnez pas 100% à une seule marque, vous vous multipliez pour ce que je disais tout à l'heure en fonction de ce que vous voulez faire comme appareillage, obtenir comme résultat selon le type de pathologie. L'ORL, ne soyez pas vexés, ne vous enverra jamais 100% de ces prescriptions. Maintenant, il est intéressant aussi de vérifier si l'ORL vous fait toujours confiance. Sachez de temps en temps vous remettre en question. Sachez poser la question à l'ORL, qu'est-ce que vous attendez de moi? Lorsque vous allez le voir la première fois, qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est exactement la question qu'il y a sur le fil de conversation. Ah bon, bah alors voilà. Donc voilà. Tu vois, je lis pas pour le coup, effectivement. Et je pense que ça, c'est une chose qui est vraiment fondamentale. Il y a plein d'ORL, j'ai dit tout à l'heure, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des plus jeunes, des plus âgés, il y a des hospitaliers, des libéraux, des mixtes. Aucun ORL ne va attendre la même chose de vous. Ça, c'est bien évident par rapport à ça. Je crois qu'effectivement, j'ai fini, effectivement. Donc voilà, j'ai à peu près respecté le timing. Ça, c'est une chose, n'oubliez pas ça. Je veux dire que c'est ce qui va aussi faire votre différence. C'est cette capacité que vous allez pouvoir avoir de vous distinguer. Je vais reprendre mon image, effectivement. C'est la capacité que vous allez avoir de pouvoir vous distinguer vis-à-vis des différents ORL que vous allez voir. Et c'est ça qui fera la différence. Maintenant, on est dans une très belle profession. On est dans une profession de compagnonnage. On se respecte les uns et les autres. Sachez que aujourd'hui, vous êtes ici. Demain, vous serez peut-être ailleurs, mais toujours dans cette profession-là. Donc, là aussi, si j'ai un conseil à vous donner, ne vous fâchez jamais avec personne en tant qu'ORL et encore moins avec
un audioprothésiste et encore moins avec un centre ou une enseigne parce qu'on ne sait jamais de quoi demain pourrait être fait. Voilà, je crois que j'ai terminé. C'est très compliqué pour moi de respecter le timing, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si vous, de l'autre côté de l'écran, ça a été la même chose. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Maintenant, encore une fois, comme je disais, si vous avez des questions en plus de celles que vous avez posées ou de celles que je n'ai pas pu répondre, bah, vous avez nos mails, catherine.boiteux@amplifon.com, thibaut.ledroit@amplifon.com ou hervé.cohen@amplifon.com. Ça sera toujours avec un super grand plaisir qu'on sera à même de pouvoir vous répondre. Voilà, ben, si vous avez des questions, Catherine, je te laisse reprendre la main. Merci beaucoup Hervé. Donc je l'ai écrit cette première question, première visite chez l'ORL. On va partir sur un discours professionnel et c'est qu'est-ce que vous attendez de moi? Bonjour monsieur l'ORL, je viens me présenter. Comment on travaille ensemble? Qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est vraiment une question magique parce que vous saurez exactement ce qu'il attend de sa pratique et ce qu'il a envie de créer avec vous dans les relations. Pour moi, c'est important que vous me teniez au courant, que vous m'envoyez les comptes rendus. OK. Comment on les envoie, comment je vous les adresse, comment je vous les dépose, etc. Voilà, merci beaucoup. Comme je disais, il n'y a pas de honte à ne pas savoir quand vous arrivez chez un ORL au démarrage. Un ORL, oui, il y a une chose, pardonnez-moi, comme quoi je ne finis jamais de m'arrêter de parler, mais il y a une chose. On pense toujours que l'ORL est supérieur à l'audioprothésiste en termes de capacité de savoir. Alors oui, un ORL fait à peu près 4 fois plus de temps d'études qu'un audioprothésiste. On est entre 3 ans ou 5 ans selon qu'on spécialise avec un master ou autre, alors que l'ORL est souvent entre 12 à 15 ans d'études. Maintenant, on a nos compétences. Et l'ORL, c'est quelqu'un comme n'importe qui, c'est-à-dire qu'il faut savoir dédramatiser avec lui. Et quand vous ne savez pas, il n'y a pas de honte à dire je ne sais pas. En revanche, et là aussi c'est un conseil que je vous donne vis-à-vis d'un ORL ou même d'un patient de toute façon, quand vous allez chez un ORL qu'il vous pose une question et que vous n'avez pas la réponse, n'essayez pas de tournicoter, de trouver midi à 14. Non, vous dites, bah écoutez, merci de m'avoir posé la question. J'avoue ne pas avoir la réponse aujourd'hui, mais je m'engage à la chercher et à revenir vers vous. Ça aussi, c'est des choses qui font la différence par rapport, encore une fois, aux clés du lien entre l'audioprothésiste et l'ORL. Écoute, merci beaucoup Hervé pour ce dernier conseil. En tout cas, c'était précieux et fort intéressant de cette gestion de la relation ORL. Alors j'allais dire, on a parlé déjà pas mal avec Julie le mois dernier du marketing et Oui. finalement du marketing de soi. Donc tu nous dis que l'ORL participe à notre marketing aussi, nos patients, nos clients aussi, et il faut établir sa sphère autour de soi pour valoriser ses compétences professionnelles en fait et développer son activité tout simplement. Oui, c'est fondamental au sens où, avant d'être un ORL, c'est un individu. Et l'individu va être autant touché que vous, nous ou nos futures personnes appareillées par l'information qui est donnée au travers des médias, au travers des journaux, au travers des mailings qu'on peut envoyer, au travers des choses qu'ils peuvent recevoir. Donc, il a double casquette, c'est pas ce qui est schizophrène, mais il est d'abord un individu avant d'être un ORL. Et ça aussi, quand vous vous adressez à lui, n'oubliez pas ça. Je veux dire, c'est deux individus qui parlent entre eux. C'est la relation, ce qu'on appelle effectivement la relation parent-parent, quoi. En fait, vous êtes sur le même niveau de compétence. Très bien. Voilà, Catherine, je te laisse avoir le mot de la fin. Je m'arrête de parler parce que tu me connais, sinon je ne m'arrête pas. Mot de la fin, j'assume pas mon image en grand sur ton écran, Hervé. C'était en tout cas un plaisir pour cette session saison 3 de l'Amplifon Academy qui clôture l'année. Chaque mois, on vous a proposé une thématique qui est dans notre métier d'audioprothésiste au bord des études d'audioprothèse, j'allais dire. C'est un petit peu la façon dont on a défini nos thématiques pour cette saison. N'hésitez pas à nous faire remonter tous les points intéressants. Je lis ici besoin de relayer plus l'information de ces sessions de formation. Mais aussi, si vous avez des thématiques, si vous avez des sujets qui vous intéressent, on pourra construire la suite. En tout cas, on arrive bien mois d'avril, mai-juin approche à grands pas. Vous avez tous des engagements sur des mémoires à finaliser, des études et des stages à terminer avant de valider vos années. On vous souhaite plein de succès
pour ces derniers mois de l'année universitaire et à très bientôt sur une prochaine saison de l'Amphipro Academy. Voilà, très bon courage à tous et merci en tout cas de votre attention. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.